Bienvenue dans cette première émission de Smash Club. On va essayer avec toute la rédaction de Tennis Break News de vous aider, de vous guider, de vous donner les clés pour préparer et analyser au mieux ce tournoi de Rome. Autour de la table pour m'accompagner et vous présenter le tournoi hommes et femmes. Rodolphe Gilbert. Bonjour Rodolphe. Bonjour Greg. Entraîneur de Gilles Simon, Florent Serra, Marc Jiquel, Marion Bartoli, entre autres, j'en oublie, la liste est longue. Hugo Humbert aussi, et Hugo Humbert qui participera à ce tournoi de Rome. Laurent Chiambretto. Salut Greg. Bonjour Laurent, auteur, journaliste et auteur du livre Roger. Forever. Fan de Roger ou juste passionné par sa carrière? Passionné par sa carrière, ouais. Tout à fait. Ce qui m'a fait 2 ans d'écriture sur lui et maintenant beaucoup de repos, quoi. Et puis pour compléter ce casting, Alban Lepoivre, journaliste et commentateur sur Eurosport, sur Canal+ International. Entre autres. Salut Greg. Bonjour. Bonjour à tous. Messieurs, impossible de présenter, d'analyser ce tournoi sans parler du contexte avec 6 mois d'interruption. Puis cette saison sur Terre qui se déroule en septembre. Forcément, ça change un peu la donne et les déséquilibres. Depuis la reprise début août, au niveau des vainqueurs, on a eu Jennifer Brady qui a remporté son premier titre. On aura aussi un nouveau vainqueur aujourd'hui à Kitzbühel. Mais sinon, globalement, à part évidemment un nouveau vainqueur en Grand Chelem, également l'US Open, mais le contexte a voulu cela. Dans la globalité des matchs, il n'y a pas eu énormément de surprises, avec, on le voit dans ce tableau de statistiques, finalement moins de surprises cette année que l'année dernière sur les tournois qui ont été disputés. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que vous attendiez, Rodolphe, à avoir des résultats un peu surprenants? Et est-ce que finalement, c'est un peu surprenant de ne pas en avoir eu? Oui, exactement. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de surprises, notamment sur le circuit féminin. On l'avait tout au long de l'année 2019, même l'année précédente. Il y avait une fille qui gagnait pratiquement chaque semaine un tournoi, une fille différente. Et finalement là, c'est vrai que les favorites ont répondu présentes. On a même vu la même finale à Cincinnati qu'à l'US Open. Faudrait rechercher dans les stats, mais à mon avis, ça faisait un moment qu'en 2 semaines, c'était pas arrivé depuis longtemps sur le circuit féminin. Finalement, les meilleurs joueurs ont retrouvé très rapidement la performance. Alban, c'est sur Terre, un peu, j'ai envie de dire, un peu comme toutes les saisons, qui a eu le plus de résultats un peu surprenants par rapport aux cotes, encore une fois, parce qu'on sait que les spécialistes de terre sont souvent moins bien classés que les spécialistes de dur, et du coup, par rapport aux cotes, ils ont des cotes supérieures et ils gagnent. Est-ce que comment tu l'expliques, toi, le fait qu'on ait eu à Prague et Kitzbühel, pour les hommes et les femmes, des résultats avec des favoris qui sont tombés très vite? Déjà, effectivement, il y a quelque chose qui est important, c'est, comme le disait Rodolphe, comme on en parle souvent ensemble, dans le tennis féminin aujourd'hui, il y a une hiérarchie qui est moins classifiée que chez les hommes. Sur un début de tournoi, même sur terre battue, chez les hommes, quand il y a Rafael Nadal, on a une idée de qui peut éventuellement gagner et qui peut éventuellement le challenger. Chez les femmes aujourd'hui, si on devait parler d'un tournoi sur terre battue, mais que ce soit Rome, que ce soit Roland-Garros, je pense que des favorites, on pourrait en déceler peut-être 5, 6, 7. Chez les hommes, c'est beaucoup moins le cas. Il y a beaucoup plus aujourd'hui d'homogénéité globalement dans le tennis féminin que dans le tennis masculin. C'est l'une, selon moi, des explications qui fait qu'effectivement, que ce soit sur Prague, que ce soit sur Palerme au moment de la reprise, on a eu moins de surprises que prévu. Et puis bon, chez les hommes à Kitzbühel, ça s'est joué en même temps que l'US Open, donc il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément là. Donc je pense pas qu'il faut spécialement prendre énormément d'informations de ce tournoi de Kitzbühel. On peut quand même voir qu'un joueur comme Kekmanovic, qui avait très peu joué sur terre battue, va être un bon joueur de terre. J'en étais convaincu avant parce qu'il avait eu des résultats chez les jeunes et qu'il a un jeu qui, je pense, s'adaptera à la terre battue. Mais voilà, ce côté chez les filles qui a eu quelques petites surprises comme ça ne m'étonne pas parce que ça fait partie aussi finalement de l'homogénéité du tennis féminin d'aujourd'hui. Il n'y a pas de véritable leader, encore moins sur terre battue. Laurent, alors tu n'as pas eu la chance comme Rodolphe et Alban de commenter les matchs, mais en tant que passionné, en tant que spectateur, comment tu as vécu cette reprise depuis le 3 août? C'est vrai que en fait, la surprise, on nous a rabâché avec le monde d'après comme dans la société, et puis finalement, comme dans la société, le monde d'après et le monde d'avant, en fait. Tu regardes un mec comme Thiem, je vais parler des Cadors sur la tournée américaine. On a à Cincinnati, on a Djokovic, Raonic. Djokovic a vaincu. Raonic, il était en quart de finale à l'Open d'Australie, donc bon début de saison. Ensuite, les demi-finalistes, il y a Carreño Busta sur l'US Open, qui profite de Djoko, l'anecdote, la disqualification. On a Thiem, 3e finale en 5 grands chelems, on reste dans la logique. Zverev, qui était demi-finaliste à l'Open d'Australie,
on reste dans la logique. Et le quatrième, vous allez m'aider, j'ai un trou de mémoire, voir si Medvedev. je dis. Medvedev, bien joué Rodolphe. Et puis Medvedev, qui, pas de surprise l'année dernière, il a fait une tournée américaine de folie. Là, il confirme, quoi. Donc voilà, pas de surprise. Rodolphe, à quelles conditions faut-il s'attendre à Rome? Comment est la terre? Tu as joué à Rome, évidemment, au Foro Italico, lieu mythique. Est-ce que cette terre est lourde, lente, humide, rapide? Est-ce que tu as eu des indiscrétions sur les joueurs déjà sur place? Oui, j'ai eu par message Hugo Humbert notamment, voilà, qui m'a dit que les conditions de jeu étaient rapides, comme quasiment chaque année à Rome. Hein, c'est des conditions qui sont, s'il fait beau, qui sont sèches et rapides, qui sont quand même différentes. La terre n'est pas la même que celle qu'on aura à Roland-Garros, on l'espère en tout cas, dans quelques semaines. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, un gars comme Pete Sampras a réussi à gagner ce tournoi sur terre battue. On sait qu'il en a gagné très peu. C'est des conditions de jeu qui sont rapides et qui peuvent favoriser les performances des joueurs qui sont plutôt des attaquants. Un peu moins rapide que Madrid quand même, pour situer à peu près le... Alors Madrid, c'est différent. Madrid, c'est l'altitude qui fait que les balles sont très rebondissantes. Les conditions de jeu sont très rebondissantes à Madrid, comme c'était le cas à Kitzbühel. À Rome, c'est vraiment la terre battue qui est rapide. D'accord, ok. Les règles sanitaires seront évidemment de mise sur ce tournoi, comme à New York. Et Laurent, tu avais une anecdote sur une histoire d'hôtel. C'est vrai qu'on parle d'hôtel, de bulles sanitaires, et j'ai une anecdote qui me revenait à l'esprit en 2004. Donc pour les experts, Jens Schalken, qui est ex-11e mondial en 2004, donc il est dans un hôtel où il y a énormément de joueurs, et malheureusement il y a un feu qui se propage dans l'hôtel. Et là, il est encerclé dans les flammes avec sa femme. Et il va avoir un sauveur, un héros qui va intervenir. C'est Andy Roddick qui est à l'étage en dessous. Ils vont devoir enjamber l'étage pour aller en dessous. Et c'est Roddick qui va parader, entre guillemets, et Schalken et sa femme pour les sauver de l'incendie. Et ça peut prêter à sourire, mais malheureusement, dans cette anecdote, il y aura 3 décès. Et ça s'est passé en 2004. Donc voilà, c'est une anecdote pour mettre la bonne humeur. Voilà. Ouais, J'aime bien mettre de l'ambiance. On commence l'émission. 3 décès. Non, mais le début était bien. Le début, c'est bien, c'est la chute. Je m'étais dit, je me fais plaisir, mais sur la fin, bon, allez, quelqu'un remet un peu d'ambiance parce que là, je viens de casser le truc. L'ambiance, c'est qu'à Rome, sur le tournoi, on va attaquer l'analyse, tournoi masculin, 73% de favoris gagnent leur match depuis 10 ans. Mais attention, parce que l'année dernière, il n'y avait eu que 40% d'outsiders en 2019. Donc un tournoi où on peut avoir des surprises. Et je dirais peut-être finalement, ce serait peut-être le premier tournoi où on aurait des surprises cette année, puisque pour l'instant, à part Kitzbühel et Prague, il y en a eu peu. Un petit point sur les têtes de série, après je viendrai vers vous, parce qu'on va analyser le tableau avec les têtes de série. Globalement, depuis 10 ans, on a 80% des têtes de série qui passent au premier tour. Bon, ça fait toujours 20% qui perdent, donc il faut essayer de piocher lesquels pourront passer à la trappe. Mais seulement 40% arrivent au 3e tour. Donc c'est quand même pas beaucoup pour un Masters 1000. En revanche, quand il est question d'être dans le dernier carré, là c'est un 17 sur 20. Donc solide, les têtes de série, avec les 3 non-têtes de série qui étaient Schwartzmann. On ne peut pas dire que c'est vraiment une surprise. Isner, qui profite donc des conditions de jeu rapides de Rome. Et Lucas Pouille, qui était lucky loser et qui avait atteint la demi-finale. Il y a eu un tableau de dingue, qui a bénéficié d'abandon, de forfait. Voilà. Donc voilà pour le bilan des têtes de série depuis 10 ans. En regardant le tableau, messieurs, quelle tête de série voyez-vous tomber au premier ou au 2e tour? Est-ce que quelqu'un a ça en tête? Khachanov. Qui est opposé à Casper Ruud. Rod. Ouais, je pense que ça peut être déjà un match compliqué pour lui. Ruud, il vient de bien jouer sur dur alors que c'était pas du tout le cas avant. Il avait déjà pointé le bout de son nez au plus haut niveau sur terre battue. C'est pas un premier tour facile et en cas de victoire quand même, ça pourrait être Sonego au 2e tour, ce qui sera à mon avis le cas parce que Basilashvili est vraiment dans le trou, Basilashvili. Et il a encore montré là sur ce dernier tournoi à Kitzbühel. Ces 2 premiers tours vraiment pas faciles pour Khachanov. Il y avait un petit cocorico, moi j'irais bien Raonic, malgré le fait qu'il ait fait un bon début de saison, se faire battre par Manarino. Opposé à Manarino. Sur terre battue. Voilà, on voit que Manarino. Ça serait une sacrée perf pour le Français. Mais on voit que Manarino il joue bien, il l'a prouvé à l'US Open. Il va vite se remettre dans l'ambiance. Je crois qu'il est isolé 24 heures en venant de Rome, mais il va vite se remettre dans l'ambiance contre Raonic. Il a montré que
arriver à s'adapter aux situations fait partie également du personnage, puisqu'il n'était pas sûr de jouer son match contre Zverev. À la dernière minute, il a pu jouer, il a quand même pu faire un excellent match. Donc moi, je le vois bien accrocher Raonic, voire plus si affinité, faire partie des coupeurs de tête. Voilà. Mannarino, Rod, il a le jeu pour taper un gros serveur sur terre. C'est pas un joueur de terre, c'est pas un joueur de terre, Mannarino, mais encore une fois, c'est des conditions de jeu rapides. Il a déjà battu Raonic il y a quelques années à Montréal, mais je crois que Raonic était blessé. C'était blessé ce jour-là. Après, tout va dépendre de ce qui va se passer avec Raonic, qui lui est capable. Là encore, c'est pas sa meilleure surface, la terre battue, loin de là. Mais enfin, il a déjà fait des très bons tournois sur terre, le Canadien. C'est un match qui est effectivement ouvert. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu. C'est qu'est-ce qu'il a fait, Adrian, à New York, le fait d'être resté dans sa chambre, d'avoir dû attendre avant de pouvoir avoir l'autorisation de partir. Je crois que c'était hier, ils ont eu l'autorisation hier. Donc il aura peu de temps quand même pour s'acclimater et aux conditions et au décalage horaire. Donc ça, c'est la petite inconnue par rapport à ça sur ce match. Et Alban, est-ce que tu vois... Ouais, je serais Grigor Dimitrov, je me méfierais du wildcard italien Mager qu'on a vu sur la tournée sud-américaine, qui est un bon joueur de terre battue, qui a de bonne qualité. On sait que Grigor Dimitrov, il peut parfois avoir dans les du mal premiers tours, à se lancer un petit peu. La terre, c'est pas forcément sa meilleure surface. C'est un vrai diesel. Quand il est pas dedans, s'il se lance pas très rapidement, il peut s'embourber. C'est un joueur qui a toujours envie de bien jouer, de faire des jolis coups, mais pas toujours forcément très efficace. Donc je serais lui, je me méfierais très clairement de Gianluca Mager, qui sera chez lui. Bon, il n'y aura pas le public malheureusement, mais Mager qui est wildcard, moi je l'ai vu sur la tournée sud-américaine, c'est un excellent joueur de terre battue, et je serais Dimitrov, je serais sur mes gardes. Au deuxième tour, on pourrait avoir Berrettini face à Struff, si jamais Struff bat un qualifié. Ça pourrait être un beau match aussi. On imagine que Berrettini sera favori. Est-ce que Struff est capable d'aller s'offrir l'Italien, Rod ? Oui, il est tout à fait capable d'aller se l'offrir. Par rapport au progrès qu'il a fait depuis 2 ans. Il a vraiment bien progressé. En tout cas, il est dans une très très bonne phase, battu 2 fois par Djokovic sur la tournée américaine, donc rien d'infamant. Bien battu quand même. Bien battu, c'est vrai. Il n'a jamais battu, trouvé mais auteur de quelques bons matchs. J'ai le souvenir notamment d'une belle victoire sur le tournoi de Cincinnati à New York, on le répète, mais face à Goffin. C'était vraiment un match de très haut niveau, donc il est plutôt en forme. Berrettini, je l'ai trouvé plutôt bon aussi à l'US Open. Voilà, donc ça risque d'être un beau match. Il y a 2 autres joueurs, à mon avis, qui peuvent être en danger. C'est encore les 2 Canadiens. Ils ne vont pas s'amuser, les 2 Canadiens. Krajinovic est en forme. Et en forme aussi. Et Shapovalov, je revérifie. Il joue Pella. Il va jouer Pella, même si Pella est un peu en dedans en ce moment. Ça reste quand même un adversaire pour un premier tour qui est difficile. Shapovalov, c'est pas un spécialiste de terre. Non, voilà. Mais encore une fois, des conditions de jeu rapides vont un peu bonifier son jeu. Donc il peut quand même passer, mais c'est quand même pas un premier tour facile. Depuis 10 ans, les qualifiés, le bilan, c'est 15 défaites au premier tour et 18 victoires. Donc un bilan positif pour les qualifiés, avec notamment Ruud et Bellucci qui avaient atteint le 3e tour. Parmi les joueurs en lice, on sait que les qualifications ne sont pas encore terminées, encore en lice, est-ce qu'il y en a, selon vous, qui seront à éviter ? Il y a du beau monde en qualification sur ce tournoi. Est-ce que vous avez vu des noms qui pourraient vous alerter par rapport au tableau ? Cecchinato, par exemple, qui est quand même ancien demi-finaliste à Roland-Garros, qui est en qualif. Il va se remettre à gagner des matchs. Voilà, on est en Italie. On sait que les Italiens faire une belle performance à Rome, c'est quand même important pour eux. S'il y a un endroit où il peut peut-être se relancer, c'est chez lui sur la terre battue à Rome en Italie, Cecchinato. Dans un contexte où tout est un peu rabattu, quoi. On va quand même bien voir un Italien qui va faire quelque chose. On va en parler. Ouais, faudrait que ça arrive. Il y en a qu'il ne faut pas oublier. Sinon, c'est Davidovic et Davidovic Fokina, moi, j'ai trouvé très impressionnant sur dur à l'US. Je ne le pensais pas capable de faire ce genre de prestation sur dur, sur un tournoi du Grand Chelem. Il fait quand même 8e de finale avec des belles victoires, Davidovic Fokina. Et on sait que sur la terre, il est très à l'aise. Alors, c'est pas un pur terrien, il fait pas partie de ces Espagnols pur terriens. Il joue très bien sur dur, mais il est déjà très bien sur dur. Il est multi-surface. Bien sûr, complètement. bien sûr.
Je rappelle qu'il a gagné les juniors à Wimbledon il y a quelques années. Non, donc, mais ce n'est pas uniquement un joueur de terre, c'est vraiment un joueur C'est pour ça que je dis ça. C'est pas un pur terrien espagnol, c'est un petit peu un Bautista, c'est un Carreño Busta capable vraiment de jouer très bien sur toutes les surfaces. Et là, malheureusement pour lui, il avait très bien joué il y a un an et demi, ça lui avait permis de monter au classement. Derrière, il n'a pas confirmé, donc il a perdu quelques points. Donc il s'est retrouvé en dehors des classements qui lui permettent de rentrer dans les tournois. Mais si Davidovich Fokina se qualifie pour le tableau principal, celui qui va se le prendre au premier tour, ce sera loin d'être un cadeau. Hein. Messieurs, puisqu'on parle des qualifiés, on a vu que c'était la fête des qualifiés à Kitzbühel, mais pas seulement à Kitzbühel. Fucsovics et Bedene avaient brillé aussi à Cincinnati en atteignant les huitièmes. Chez les filles, Pegula a fait un quart aussi à Cincinnati et Sasnovic un quart à Palerme. Est-ce que cette interruption de 6 mois, c'est un avantage pour les qualifiés, puisqu'ils arrivent sur le tableau avec 2-3 matchs dans les jambes quand il y a des qualifs. Quand il y a des qualifs, parce que les Chopin, il n'y en avait pas, effectivement. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça peut expliquer ce début de saison où on a quand même des qualifiés qui sortent des tableaux plus que d'habitude? Je crois pas. Non, je crois que c'est le hasard des tableaux. C'est le hasard. Et on a souvent vu, malgré tout, des qualifiés qui vont loin dans les tournois. Et même en Grand Chelem, c'est déjà arrivé. Pas tout le temps, mais on a déjà vu un De Wulf, par exemple, aller jusqu'en demi-finale. Après, ça reste une densité quand même assez exceptionnelle. Là, sur Kitzbühel, je crois qu'il y avait 5 qualifiés parmi les quarts de finalistes. Oui, là, c'était un record. Et là, la dernière fois qu'il y avait eu autant de qualifiés, je crois que c'était encore Kitzbühel 2 ans avant. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas les gros bras. Mais après, dans les qualifs, par exemple, à Kitzbühel, on avait Djere, qui était en qualif. Bon, le truc, c'est quand même en dehors des cadors, c'est quand même un joueur qui a eu des sacrés résultats sur terre depuis 2 ans, qui est dans les 250, notamment dans la tournée sud-américaine, qui est quand même souvent présent dans le dernier carré. Bon, en qualif, sur terre battue, c'est quand même pas un cadeau, quoi. En l'absence des cadors, en l'absence des meilleurs joueurs, tu as quand même, je parlais tout à l'heure de la densité du tennis féminin, mais dans le tennis masculin, dès que tu bascules aujourd'hui, aller au-delà de la 30e, 40e place mondiale, quand tu es 40e, tu peux te faire taper par le 80e. Tout est possible, voilà, même plus loin. Exactement, sauf que la règle des tableaux, ça joue sur des classements. Donc tu parlais, Greg, tout à l'heure de joueurs comme Bedene qui sortent des qualifs. On parle pas de n'importe qui, on parle pas d'un 150e mondial. Bon, à Kitzbühel, il y a Hussler, le Suisse, qui est arrivé loin, mais sans quoi on parle quand même de joueurs qui certes sont passés par des tableaux de qualification, mais qui sont pas non plus des perdreaux de l'année. Donc moi, voir sur terre, justement, est-ce que justement ces joueurs bons, parce que c'est quand même des bons joueurs, qui arrivent au premier tour avec déjà 2-3 matchs, est-ce qu'ils n'ont pas un petit avantage par rapport à d'autres? Oui, mais c'est ça, c'est le contexte actuel dont je parle. En ce moment, oui. Sur cette reprise. Oui, forcément. Même si tu as joué des matchs d'exhibition, des matchs amicaux, rien ne remplace. Il y a encore des joueurs et des joueuses qui n'ont pas démarré leur saison, qui vont démarrer à Rome. C'était peut-être Kuznetsova sur les premiers tournois. Là, ça y est, il y a quand même déjà. Il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas joué officiellement. Kuznetsova n'avait pas joué avant. Notamment Gaël Monfils, qui peut prétendre à faire vraiment quelque chose à Rome, surtout au vu de son début de saison. C'est un des seuls qui n'a pas justement joué. On va finaliser ce tableau avec Rafa. Avec vos surprises. C'est difficile de parler de surprises, puisque Gaël Monfils est évidemment un très bon joueur. Mais donc Monfils, Laurent, tu voulais faire un petit mot aussi sur Wawrinka. Oui, est-ce qu'il y a des joueurs à suivre dans ce tournoi? Si je dois mettre une petite pièce, ce sera sur Wawrinka, pas pour qu'il aille au bout, parce qu'il a un tableau, je crois, de folie. Il doit avoir Nishikori, il prend Novak assez vite après aussi, Monfils et Djoko en quart. Mais il a gagné Prague, il a fait une grosse préparation. Il est uniquement ciblé sur la terre battue. Et je pense qu'il peut aller jusqu'en quart. Et on sait qu'ensuite, il fait partie des rares joueurs qui n'ont pas d'impact mental contre Djoko. Et il peut nous faire un bon match. Voilà. Il n'ira pas jusqu'au bout, mais il va faire un bon tournoi. Voilà. Alban, est-ce que tu as un petit nom à sortir du chapeau? Il y en a 2-3 qui me plaisent pas mal. Alors non pas parce que Rodolphe est là, mais je pense vraiment que Hugo Humbert a un coup à jouer, même si je ne sais pas si la terre, est-ce que c'est la surface sur laquelle il peut s'exprimer le mieux avec son jeu
parfois un petit peu offensif. Enfin, toi qui l'as connu, je ne sais pas s'il peut s'exprimer là-dessus, mais je pense que Kevin Anderson, il a, je pense, il a un sacré tableau quand même. dans Anderson, ouais, mais il prend Fonini, bon, Fonini après, derrière. on sait pas, oui. Ouais, mais quand on voit ce qu'a fait Fonini la semaine dernière, il sera, pour son premier match en tout cas, il va pas être à son top, hein, Fonini. Hein. Voilà, il sera peut-être bon à prendre. Je pense en cas de qu'Anderson, victoire. il peut le prendre. C'est solide. Anderson, c'est un joueur rigoureux. Voilà, c'est un joueur rigoureux avec des conditions rapides. Il va pas être facile à battre. Il sait jouer sur terre battue. C'est pas sa meilleure surface, encore une fois, Anderson, mais il sait jouer sur terre battue. C'est pas un tableau facile, mais à Rome, quand on voit la densité du tableau, il y a pire. T'as Fonini derrière, t'as une partie de tableau, t'as Sam Querret, t'as Guido Pella, t'as Denis Shapovalov. Mais on parle pas non plus d'experts de terre battue. Tu vas pas jouer un Christian Garin, tu vas pas jouer un Karen Kachanov qui joue très bien sur terre. Je pense que Hugo, sans dire qu'il va aller au bout, mais je pense qu'Hugo Humbert, il peut se dire tiens, les quarts de finale, c'est pas non plus de la science-fiction. En tout cas, moi, à titre personnel, j'attends qu'il performe pour la première fois sur terre battue, ce qu'il n'a pas encore réussi à faire depuis qu'on l'a vu arriver. Moi, je lui avais toujours dit que naturellement, il jouerait bien sur gazon, bien avant qu'il ait joué, parce qu'il est arrivé à Wimbledon, il n'avait jamais joué sur gazon. Donc, je m'étais dit, avec son jeu, ça va être plus facile, s'il a un peu un bon tableau, que ça se goupille un peu bien, il n'y a aucune raison qu'il naturellement il joue pas bien sur gazon. Sur terre, il sait jouer sur terre parce que depuis qu'il est petit, il a été élevé sur terre battue comme la plupart des joueurs français, mais c'est de sa surface où il est le plus en difficulté, tout simplement parce qu'il a un jeu tendu. Et sur terre battue, il faut faire tourner la balle, il faut faire des trajectoires plus arrondies, c'était plus compliqué pour lui de développer ça. Encore une fois, il est jeune, il travaille dessus. À un moment, et il va essayer de performer sur terre. Et Rome sont des vraies bonnes conditions pour lui pour pouvoir essayer d'accrocher un ou deux bons joueurs. Ouais, c'est vrai que plutôt d'accord avec Alban sur Hugo. Après, c'est juste le bémol, c'est vraiment Kevin Anderson, le premier tour. Parce que c'est du solide de chez solide, ça paye pas de mine, mais il a pas beaucoup joué depuis un an, il est évidemment pas à son meilleur niveau. C'est vrai que pour le coup c'est compte tenu du contexte de Kevin Anderson. Il joue pas Anderson à Melbourne. En fait, sur un match qui va durer, moi quand j'ai vu Anderson, je sais plus contre qui il perd à l'US, tu te rends compte qu'il est bon. Contre Zverev, me semble-t-il. Tout à fait. Ouais, peut-être. En gros, il est bon. Un 7,5. Après, tu sens que l'épaule lui fait mal, il est moins efficace au service, il sert moins de première. Anderson, quand il sert moins de première, ses secondes, il n'a pas la qualité de seconde balle d'un John Isner ou de ce genre de joueur-là. Sur un match au long cours, et encore plus sur terre battue, où tu peux avoir des échanges, où tu peux essayer de le faire un petit peu bouger et de lui prendre un petit peu de ce capital physique. Sur un match au long cours, si Hugo arrive à l'emmener sur ce genre de match, je pense qu'il a la qualité pour aller le sortir. Et ensuite, il a un bon tableau. On peut prendre comme on veut. Vaut quand même mieux jouer Anderson sur terre que sur les autres surfaces. Oui. Juste avant de passer au tableau féminin, un mot sur les invités italiens qui performent souvent au premier tour. On a 5 victoires sur 8 au premier tour depuis 2 ans. Cette année, on a Sinner opposé à Paire. Finalement, pas de Sonego qui est rentré dans le tableau avec les derniers forfaits, qui laisse sa wildcard à Travaglia qui tombera sur Fritz et Caruso qui jouera un qualifié pour ensuite affronter éventuellement Djokovic au deuxième tour. Est-ce que vous voyez là une wildcard italienne percée, sachant que Sinner, si jamais il bat Benoît Paire, jouera Tsitsipas? Ouais. C'est ça le problème. Ils ont pas été gâtés quand même. Sinner, moi j'avoue que je l'ai jamais vu jouer sur terre. Sur dur, je le trouve très intéressant. Sur terre, je l'ai pas encore vu jouer. On sait que les Italiens ils s'entraînent et ils jouent. En challenger, il a été très bon. Il a déjà été titré. On sait que les Italiens jouent sur terre. J'ose imaginer qu'il a quand même quelques bases sur terre, mais voilà, le problème c'est qu'il prend Tsitsipas. Il prendrait Tsitsipas au deuxième tour. Travaglia, il peut, mais bon, le problème c'est que son deuxième tour c'est Coric ou Guarin, donc si jamais il fait l'exploit contre Fritz, c'est pas évident non plus. C'est compliqué. Caruso, comme tu le disais, qui prend Djoko derrière, ils ont pas forcément... Ils passeront peut-être le premier tour, mais pour les voir en huitième, ce sera compliqué. Moi, je suivrais plus Sonego. Voilà, il n'est pas wildcard, mais enfin, il était sur la première liste des invités. Il est rentré, comme tu l'as dit, Greg, au dernier moment. Caruso, il m'avait bien plu l'an passé. Je l'avais pas mal suivi sur terre, notamment à Monte Carlo. Je trouve que c'est un jeune Italien qui était vraiment en plein progrès. Donc Travaglia, oui, c'est un bon joueur.
bon joueur qui est 80e, pour moi, pas tellement plus. Donc, dans ce genre de tournoi, c'est compliqué d'aller plus loin. Et évidemment, Sinner. Mais Sinner, m'a déçu cette semaine à Kitzbühel. Il a vraiment pas été très très brillant face à Djere. Laurent? Non, moi, enfin, voilà, c'est triste justice. Je suis assez fan de Sinner, moi, mais d'un ensemble en fait. Je trouve qu'il a une bonne bouille. C'est un peu Boulet Bill version 22 ans avec la tête de. Il a un petit jeu, les petites taches de rousseur, un air espiègle. Le gars, je crois qu'il a été champion d'Italie de slalom à 8 ans, vice-champion d'Italie de slalom à 12 ans. Il arrive au tennis très il tard. s'est mis sérieusement au tennis à 13 ans et 4 ans plus tard, il intègre, ou 5 ans plus tard, il intègre le top 100. Je trouve que l'histoire autour de lui donne envie de s'intéresser au personnage. C'est évidemment l'un des meilleurs jeunes de sa génération à suivre. Et c'est ça. Ce tournoi, en tout cas, s'il arrive à passer pair et Tsitsipas, ce serait évidemment là pour le coup un immense exploit. Et lui, le break l'a pas favorisé. Parce qu'il ça lui a coupé un peu dans son élan. Je pense, il avait fini l'année très très fort. C'était vraiment le jeune joueur qu'on voulait voir sur la première partie de l'année, voir comment il allait se comporter au plus haut niveau. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de match avec la crise que l'on connaît en ce moment, je pense que ça lui a quand même ça l'a arrêté. Alors il est jeune, il va repartir et ce sera peut-être à Rome. Messieurs, juste avant d'attaquer le tableau féminin, c'est le moment de jouer pour vous 2 free bets de 20 € à gagner parmi les bonnes réponses tirées au sort avec Lucas Pouille. Qui sont les 2 derniers joueurs à avoir atteint les quarts de finale du tournoi de Rome en ayant participé aux qualifications? Messieurs, on dit rien. On va laisser jouer nos spectateurs. Ça se passe sur notre compte Twitter, en commentaire du post, sous le lien de l'émission. On passe aux dames. On passe aux dames avec un tableau tout aussi alléchant. Avec, tout de suite, on va donner les statistiques. Depuis 5 ans, moins de favoris chez les dames, donc ça venait appuyer tes propos, Alban, tout à l'heure. 66% de favorites qui gagnent. On était à 73, je crois, chez les garçons. C'est ça. Par rapport aux têtes de série, on en a la moitié qui perdent au premier tour depuis 5 ans. Et on en a seulement on a moins de 50% de têtes de série en huitième. Ça fait pas beaucoup. Et alors pour le coup en demi-finale on en a moins. Il y avait 17 sur 20 chez les garçons, là il n'y en a que 13. En revanche le titre n'échappe pas à une tête de série dans le tableau féminin. Pour gagner Rome il faut être bien classé. Quelle tête de série voyez-vous messieurs chez les dames se faire surprendre? On sait que c'est toujours difficile d'enchaîner le dur, la terre. Là on est quand même dans une période, un enchaînement de tournois et de surfaces un peu particulières. Qui pourrait se faire surprendre dans le tableau féminin? Est-ce que quelqu'un a un nom? Moi, je voyais plutôt Garbine, Muguruza, Sloane Stephens. Qui joue Stephens au premier tour, c'est pas un bon tirage. Ouais, l'année dernière, Muguruza, je crois qu'il s'est fait battre par Stephens à Roland-Garros. Stephens, qui elle-même est finaliste de Roland il y a 2 ans. Il y a plus glamour comme tirage. Surtout que l'américaine qui était vraiment en très mauvaise forme, on a l'impression que c'est un peu remobilisé la US Open. Contre Serena, avec un bon match. Elle a fait vraiment un très bon match, donc si elle est en train de retrouver son niveau, effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant pour elle de battre l'Espagnol. Alban, est-ce qu'il y a un autre grand nom qui pourrait se faire surprendre? Grand nom, en tout cas, tête de série, Anett Kontaveit contre Caroline Garcia. Même si Caroline n'a pas forcément de très bons résultats, même si elle a quand même fait une sacrée perf. Elle joue mieux quand du même. Côté de l'US Open, mais on sait qu'elle joue plutôt bien sur terre battue. Kontaveit, avec son jeu d'attaque, où elle met quand même très peu d'effet dans la balle. Rodolphe le disait tout à l'heure, sur terre battue, tu dois t'adapter, tu dois lifter un petit peu plus ta balle, la faire rebondir un petit peu plus. Je ne suis pas convaincu que Kontaveit soit capable de le faire, de s'adapter. Donc ce ne sera pas un premier tour facile pour Kontaveit sur Caroline Garcia. Je pense que, alors j'ai aucune idée des codes, je ne sais pas si elles sont déjà tombées au moment dimanche matin où on enregistre, mais si je devais peut-être cliquer contre une tête de série, non pas que je sois forcément cocardier, même si ça me fait plaisir de l'être, mais j'irai peut-être voir du côté de Caroline Garcia. Alors les codes c'est 1,20 pour Kontaveit et 4 pour Garcia. Ah bah je vais sur Garcia tous les matins. C'est vrai que la cote paraît un peu disproportionnée. Fais quand même attention à ce que tu dis. Oui, j'y ai pensé, je me suis dit en tout bien tout honneur, attention. Juste une petite non mais 4 pour Caroline Garcia sur Kontaveit, qui n'a pas un jeu forcément qui s'adapte sur terre, même si la terre, tu le disais, est hyper rapide à Rome.
miser pour gagner 4 fois sa mise sur une Caroline Garcia qui bat Kontaveit. Enfin, je mets jamais ma maison sur Kontaveit, quoi. Sur Kontaveit à 1,20. Bah, elle a fait finale à Palerme, Kontaveit, quand même. Bravo. Cet été, là, elle était pas mal. Mais c'est vrai qu'elle Non, ne mais possède, elle possède pas le jeu, effectivement. Quoi qu'il arrive, c'est un pour tour, briller sur le long c'est un terme tour sur terre. difficile. Non, mais je te dis pas que C'est un Caroline premier tour Garcia va difficile. gagner 2 et 3. Mais dire qu'elle. Mais il peut y avoir match. quoi. Ouais, qu'il peut y avoir match et Ok. que pour une cote à 4. En tout cas, sur ce match, vu les cotes, je mise sur Caroline Garcia. Rod, est-ce que. Moi, je pense qu'il y a Vondrousova, Marketa Vondrousova, qui est un peu redescendue au classement aussi parce qu'elle peut jouer avec sa blessure. La reprise est compliquée pour elle, très compliquée. Très compliqué. Ouais. Elle jouera une qualifiée au premier tour, ce qui est jamais facile, pour éventuellement jouer Swiatek, la polonaise, qui est une bonne joueuse de terre. Ah, on Donc voit que Rod. c'est une partie pas facile. Et puis, il y a toujours l'inconnu de celles qui n'ont pas joué. Kiki Svitolina. Bertens, Svitolina, Bencic, qui vont jouer. Ça va être des premiers tours pas forcément toujours simples. Hein. Si elle joue Pavlyuchenkova, Svitolina, comme premier tour, c'est pas évident. Donc, il y a toujours l'inconnu. Pour moi, la grande favorite reste, et pour le coup, c'est Alep. Oui, on est d'accord. Voilà, Qui d'abord est- parce que sur qui est terre, revenu. sur terre, elle est toujours parmi les Et- favoris. Qui n'a pas gagné Rome encore. Et Peut-être ça qui, peut trotter a dans joué sa tête aussi, et deux qui a- finales. Et qui a joué un tournoi à Prague qu'elle a gagné, pas facilement, loin de là, mais qu'elle a quand même remporté. Donc, Mais elle est hyper si on constante, devait, sur terre, c'est si très on sérieux. devait dégager une joueuse parmi d'autres aujourd'hui, il me semble que avant le début du tournoi, c'est Alep. Totalement Alors, d'accord. pour Attention au deuxième tour, juste, je vois Konta, si elle prend Cocciaretto, parce que Cocciaretto a pas mal joué sur les tournois de préparation. On allait en parler des en invités terre, italiennes. bah, Ouais. Bah, on y va sur les wildcards italiennes. Donc, les wildcards italiennes, j'ai la stat, c'est assez incroyable. Messieurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué à travers. Remarqué, bravo. Depuis 2015, au premier tour, 14 défaites pour une seule victoire. Ah ouais. C'est assez Dans le tableau incroyable. féminin. Dans le tableau féminin, Ok. oui. Les hommes, ça gagne un peu plus. Et la seule qui a gagné, est-ce que vous l'avez? Son nom, c'est très difficile. Hein. Honnêtement, il a fallu aller le chercher. C'est Knapp en 2015. Ah ouais. Voilà. Sinon, elles n'ont Ok. fait que perdre au premier tour. Toutes les invitées italiennes. Et ce sont les mêmes cette année que l'année dernière, c'est-à-dire Giorgi, Paolini et Cocciaretto. Donc, la Cocciaretto, elle te plaît Ah bon. bah, En tout cas, elle a fait une reprise plutôt. Elle s'est Elle me faite un plaît, petit nom. attention, faut Elle s'est faire- faite un petit nom. Ah, attention, non, son non. jeu, Oui, oui, évidemment. Bah, moi j'ai trouvé les Italiennes très intéressantes sur terre. La petite Paolini aussi, c'est une vraie battante. On est en train de voir, en tout cas de revoir. Moi j'aime beaucoup l'école du tennis italien, que ce soit chez les hommes. Chez les femmes, on en a vu un petit peu moins ces 2-3 dernières années, mais c'est toujours assez élégant, toujours assez battant, et je trouve justement qu'on retrouve toutes ces qualités-là, notamment de défense sur terre battue, chez Paolini, chez Cocciaretto. Ouais, la Cocciaretto, elle prend une qualifiée au premier tour. Pour l'instant, on ne sait pas qui ce sera. Encore une fois, on a vu que les qualifiés pouvaient être capables de bonnes performances. Deuxième tour contre Konta, qui est pas une grande spécialiste de terre. Il y a un petit coup à jouer. Il y a un bon coup à jouer. Et puis, moi, je serais assez curieux, par exemple, si Paolini bat Sevastova, et là aussi, c'est quand même pas de la science-fiction, de la voir aller se frotter un petit peu à Simone Alep. Bah, c'est un bon test. Après, Ce sera un très bon test pour elle, pour voir où elle en est. Exactement. Pour voir où elle en est. Mais ouais, ces deux-là, alors Giorgi, on connaît. Hein, On connaît. on sait Elle ce est que capable c'est, de hein. tout et elle de joue, rien. elle joue toute seule. Voilà, c'est ça. Juste un petit point, parce qu'on a vu que les filles italiennes, donc en tout cas, brillaient peu en Italie. C'est le cas aussi des hommes, finalement, parce que de mémoire, le dernier vainqueur à Rome chez les hommes, je ne sais même pas si c'est juste, ça doit remonter à une légende italienne. Laurent, tu voulais en parler? Panatta. Oui, Adriano Panatta, c'est la rockstar italienne. C'est comme si tu mettais Zidane au stade Vélodrome ou Federer à Bâle. C'est aussi pour parler de l'ambiance à l'époque qu'il y avait dans ce stade romain. C'était en 1976 et Panatta était arrivé en finale. Le demi-finaliste, c'était Scanlon, a quitté le match et a abandonné tellement que la bronca des spectateurs était insupportable. C'est un exemple donné. Contre un autre adversaire, il a sauvé 11 balles de match, je crois qu'il est le record, tellement que le stade était en folie furieuse. Ensuite, en 78, il joue Higueras en demi-finale.
Il se fait bombarder de canettes de bière, Higueras, alors qu'il est en train de mettre une pile à l'Italien. Il quitte le stade, il revient et perd ensuite. La finale, il a joué contre Borg, mais c'est Borg qui l'a joué le plus fin. Il s'est reçu des pièces de monnaie dans le visage, partout. Et de manière très burlesque, il a ramassé chaque pièce méticuleusement les unes après les autres et les a mis avec drôlerie dans sa poche, l'air de dire comme ça je vais amasser. Résultat, le public italien a apprécié ce qu'a fait Borg, ils ont bien aimé, et résultat surtout Borg a pu terminer son match de manière assez sereine et gagner le titre en 78. Voilà. C'est vrai que l'ambiance dans les... on a la même à Monte-Carlo d'ailleurs, on sait que les joueurs italiens sont souvent bien aidés par le public. Là, le contexte est différent. Il n'y aura pas de public, en tout cas très peu de public, ça n'aura pas du tout le même effet. Donc les Italiens sont un peu moins avantagés pour le coup sur ce tournoi que les éditions précédentes. Non, messieurs? On sait que pour les Italiens, un peu comme les Américains aussi, clairement, l'ambiance, après, c'est un quand avantage. on est joueur, on aime quand même briller chez soi. Oui. Voilà. Le paysage reste le même, oui, c'est sûr. Et ce club est, pour y avoir été plusieurs fois, c'est un club extraordinaire, c'est un club ancestral. L'organisation est très très bonne, on y mange bien, je crois. On en parlait tout à l'heure en antenne, c'est le tournoi, je pense, pour les joueurs où ils mangent le plus. Parce qu'il y a des très beaux buffets, la charcuterie italienne célèbre, évidemment. Voilà, donc c'est un très très beau tournoi. Ouais. Pour revenir sur les filles, au niveau des qualifiés cette fois, elles sont pour le coup mieux à Rome, en tout cas avec 18 défaites au premier tour et 22 victoires. Donc c'est un bilan positif pour les joueuses qualifiées qui arrivent à Rome. On a vu notamment Sakkari en demi-finale, Mladenovic en quart de finale, ou Kontaveit qui avait fait un quart à Rome en 2017, Gavrilova une demi en 2015. Quel qualifié voyez-vous, messieurs, dans le tableau, là, percé un petit peu dans le tournoi? J'ai des noms à vous proposer. J'ai Kawa, la polonaise. J'ai Juvan aussi, qui est une petite qui commence à se faire un petit nom. Moi je vois bien Bégou quand même, Bégou qui est en finale de qualif. Alors à l'heure où on enregistre, on ne sait pas si elle va passer. Mais pour l'instant, elle mène 6-1 2-0, avec des balles de débreak. Ouais, ça se passe bien, mais elle fait un gros match. Il me semble qu'elle fait un gros match sur Simona Alep il n'y a pas longtemps. Moi dans le tableau de qualif que j'ai vu, on retrouve des joueuses, Timéa Babos, c'est des joueuses que je vois pas aller très loin. La seule qualifiée que j'imagine, selon l'endroit du tableau où elle sera dispatchée, mais Bégou, la Roumaine, me semble être la seule en capacité peut-être de gagner un ou deux matchs. Alors c'était Fernandez, elle était quand même dans les qualifs. Ah oui, cette jeune joueuse. Laïla Fernandez. Mais elle a perdu contre Vogelé au premier tour, elle a c'est perdu au troisième. Donc elle sera évidemment pas dans le tableau principal. Mais c'est une joueuse gauchère là. C'est un nom à pas oublier, parce qu'elle est très très jeune. Bégou qui fait demi-finale à Prague quand même. Tout à fait. Ouais, elle bat Soribes, elle a eu quelques références, elle perd sur Simona Alep. Et qui est une spécialiste de terre. En plus, comme beaucoup de joueuses roumaines. Mais voilà, je pense que perdre contre Simona Alep en demi à Prague, il y a plus infamant dans la vie. Donc je vois bien Bégou, encore une fois, selon là où elle ira dans le tableau. Oui. Mais c'est la seule que je vois performer. Parmi le tableau, là, on va finir là-dessus. Quelle joueuse en surprise est-ce que Jill Teichmann vous parle, messieurs? La Suissesse qui a surpris à la reprise sur dur, qui est une terrienne. Et qui joue très bien sur terre. Et qui a appris à bien jouer sur dur, mais à la base, elle joue quand même très bien sur terre. Donc c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est une joueuse qui jouait, qui était exclusivement, quasiment, une joueuse de terre battue. Qui s'est révélée, c'est à Lexington non, qu'elle fait un très bon tournoi. Tout à fait. Sur dur, là où personne l'attendait, mais vraiment, je pense que personne l'attendait. Nous, on a bossé dessus, Greg, pour le site. Tout à fait. Sur ce tableau-là. C'est une joueuse que je voyais, compte tenu des adversaires et de son pédigré sur cette surface, c'est pas du tout une joueuse que je voyais aller loin. Elle s'est clairement révélée. Mais elle se déplace très bien. Ah ouais. Elle sait varier les zones, les effets. Elle est solide à l'échange, elle fait peu de fautes. Elle a toutes les qualités. Quand on voit son tableau, il y a une place quand même, non? Des qualifiés, Alison Risqueux, Pliskova qui pour l'instant met pas un pied devant l'autre sur cette reprise. Voilà. Après il y a Bencic dans la grosse tête de série au-dessus. Il y en a une qui, à mon avis, on doit quand même garder un œil. C'est quand même Ostapenko. Qui a quand même gagné Roland-Garros et que si elle est c'est là, comme Chiquinato quoi. Non, mais tu dis un jour elle va se remettre à gagner des matchs quand même. Enfin elle a encore un niveau encore au-dessus et quand on regarde son tableau
il est tout à fait correct. Jouer Mertens comme première tête de série pour jouer Benchić, pour jouer Pliskova, dans cette partie-là, c'est tout à fait À sa mesure. des joueuses sur terre battue qui sont à sa mesure. Après, Et puis à un moment donné, elle va enchaîner, à savoir quand. encore une fois, comment elle va jouer, est-ce qu'elle va réussir à être à peu près stable dans son niveau de jeu, ce qui est un peu son problème, parce qu'un jour elle joue bien, le lendemain c'est plus compliqué. Aussi sa stabilité au service, qui est un de ses gros problèmes à Ostapenko. Mais quand elle est un peu en chauffe, j'en connais pas une dans le tableau qui est contente de la jouer. Dans la partie haute, alors il y a Azarenka qui n'a pas eu la chance d'avoir une wildcard, d'avoir un bail comme Carreno dans le tableau masculin. Elle devra jouer au premier tour Venus Williams. C'était pas le premier match de reprise à Lexington, ça, le premier match d'Azarenka qui avait perdu, il me semble. Elle avait perdu contre Venus et derrière elle a enchaîné 12 victoires. Si elle joue. Si elle joue, Oui. évidemment. Ouais. C'est à l'inconnu quand même. pas gagné. Elle va arriver probablement que demain sur Rome pour jouer mardi sur terre battue avec le décalage horaire. Pas certain. C'est des conditions qui sont réunies pour se blesser. Je suis pas sûr qu'elle prenne le risque et quel est l'intérêt pour elle de prendre ce risque-là. Bon, on verra. Elle n'a pas besoin d'argent à mon avis. Enfin, elle n'a pas besoin d'aller sur le court pour prendre le. Non, pour elle ne viendra pas pour ça. Quelle joueuse peut un peu challenger Alep? On a du Rybakina, on a du Vekic qui a déçu quand même sur cette reprise, Petra Martic qui reste une joueuse assez régulière. Mais Vekic, là encore, c'est une tête de série qui peut passer à la trappe au premier tour. Parce qu'Anisimova, c'est pas marrant. C'était quart de finaliste à Roland l'an passé. C'est quand même une joueuse. Elle n'a pas un tableau facile, Alep, en fait. Si on regarde un peu tous les noms, là, il y a des Italiennes. Encore une fois, ça vient corroborer un petit peu ce qu'on disait au début. C'est que aujourd'hui, vous prenez le tableau féminin sur terre battue de n'importe quel tournoi, que ce soit Rome, Roland. C'est assez homogène, tout peut se passer. Tu ne peux pas ressortir une seule favorite. Enfin, on est tous d'accord pour dire que Alep le sera, et peut-être un petit peu au-dessus. Mais tu dis, s'il y en a d'autres, c'est pas, encore une fois, c'est pas de la science-fiction. Tu regardes le tableau de Roland Garros, chez les hommes, de Rome, tu sors très vite Rafael Nadal, et puis derrière, tu as un ou deux autres noms qui vont arriver. Chez les filles, tu peux en sortir au moins 5 ou 6. C'est vrai qu'à part l'exception américaine où il y a eu les deux mêmes finales, pour moi, franchement, un tableau féminin en termes de lisibilité, c'est comme le film Tenet, quoi. Je comprends rien, quoi. Donc, Svitolina qui fait son retour sur ce tournoi, titré 2 fois à Rome. On sait qu'elle s'est bien préparée avec Gaël Monfils, mais encore une fois, la préparation ne vaut pas la compétition. Malgré tout, elle est quand même tombée sur une partie de tableau. C'est pas mal. Pas mal pour un retour. Ouais. Elle aura 2-3 matchs pour remonter. Est-ce qu'il faudra compter sur Svitolina? Il faut toujours compter sur Svitolina. C'est quand même une joueuse qui est ultra compacte, ultra sérieuse. C'est pas trop la genre de joueuse qui va te balancer un match parce qu'elle a la tête ailleurs. C'est un peu, je parle pas de jeu, je parle vraiment d'état d'esprit. C'est un petit peu une Simona Alep. T'es vraiment dans cet état d'esprit là d'une joueuse qui, quand elle est sur le court, elle va pas lâcher un match. T'en as certaines, aujourd'hui des Kasatkina, des Ostapenko, si elles sont mal lunées. C'est des joueuses qui sont un petit peu à l'image d'un Benoît Paire chez les hommes, sont capables de balancer un match. Svitolina, c'est pas du tout le genre de la maison. Tu le disais, Greg, elle a plutôt un bon tableau pour des matchs de reprise. Après, tu as toujours cet inconnu, effectivement, de savoir dans quel état elle est. Moi, sincèrement, quand j'ai vu, pour avoir commenté sur Eurosport, la reprise de Dominic Thiem à Cincinnati, quand il prend 1 et 2 par Krajinovic, je me dis, oh là là, l'US Open, pour lui, c'est très 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 loin. Donc, un match de reprise, tu sais jamais ce qui peut se passer. Moi, je ne conseillerais pas d'aller miser sur Svitolina sur son deuxième tour, que ce soit sur Zhang ou Pavlyuchenkova, parce que tu n'as aucun repère. Et elle peut très bien perdre un Rome et gagner Roland. Et gagner Roland. Sur le modèle dont je parlais de Dominic Thiem sur Cincy. Un dernier mot, Laurent? Non, moi, s'il fallait faire un petit pronostic, je vais pas faire le pronostic de l'année, mais c'est vrai que Alep, Konta en finale, me paraît pas complètement de folie comme pronostic. Voilà. Konta Veit. Ouais. Ok. Rod? Oui, Alep pour moi est quand même un peu au-dessus des autres. Après, il y a des joueuses dont on ne sait
pas quel est leur niveau en ce moment. C'est toujours l'inconnu, quoi qu'il arrive, même quand on est tout au long de l'année, qu'on joue régulièrement. Le premier tour est toujours un peu l'inconnu. Et même quand on est en quart ou en demi, on a l'impression d'avoir des évidences et puis finalement. Oui, mais après souvent, je pense que beaucoup de joueurs fonctionnent comme ça. Le premier tour, on se demande toujours si ça va aller. Est-ce qu'on s'est bien préparé? Est-ce que les conditions de jeu, finalement, on a des sensations, mais est-ce que c'est la réalité? Et puis après, le tournoi se lance, on a déjà un peu plus de certitude sur son niveau de jeu. Après, même si on a un bon niveau de jeu, on peut perdre. On a un mauvais, ça peut quand même passer avec d'autres qualités, la combativité, le refus de céder, par exemple. On aura aussi une Pliskova avec des bonnes conditions. Et Pliskova avec Serena, c'est la joueuse qui sert le mieux. C'est des conditions, on l'a dit, rapides. Elle n'a pas fait une bonne tournée américaine. Elle va peut-être aussi se réveiller et elle est tout à fait, elle aussi, capable d'aller au bout, mais en tout cas au moins en finale. C'est la tenante du titre. Tout à fait. Elle était contre, je crois, Konta en finale. Exactement. L'année dernière. Et Alban. Juste un dernier mot, parce qu'il y a une joueuse dont on n'a pas beaucoup parlé dans une partie de tableau qui me paraît intéressante, c'est Ons Jabeur. Alors elle prend Korigov au premier tour. Je pense que sur terre battue, elle a le tennis pour venir cueillir la jeune américaine. Et là, tu es quand même dans cette deuxième partie de tableau où se trouve Ons Jabeur, où tu as comme grosse tête de série Kenin et Konta, qui sont quand même pas les meilleures joueuses sur terre battue. C'est la partie de tableau où tu as Venus Williams et Victoria Azarenka, dont on ne sait pas ou une lucky loseuse. Voilà, dont on ne sait pas si elle viendra. Tu as Vera Zvonareva qui est wildcard. Pour l'instant, Vera Zvonareva, on ne sait pas où elle est, qui jouera une qualifiée. Bon, tu as Kerber et Siniakova, où pareil, là, sur Kerber, on n'a pas trop d'infos. Tu as une deuxième partie de tableau, en fait, c'est vrai. Qui est hyper ouverte. Et je me dis même, on parlait des qualifiés tout à l'heure, si une Begu prend Zvonareva, elle est tout à fait capable de battre Zvonareva. Et Begu, en ce moment, elle joue quand même extrêmement bien. Donc, tu as vraiment cette deuxième partie de tableau chez les filles qui est hyper ouverte et qui est vraiment propice à des surprises. Ça marche. Bon, merci beaucoup, messieurs. Bon tournoi à tous. Une semaine de Rome et puis ensuite on sera à une semaine de Roland Garros, hein, ça approche, on espère que ça va se jouer. Merci pour ces moments passés avec vous, on espère qu'on vous a aidé dans vos choix, dans vos analyses pour ce tableau de Rome masculin et féminin. Merci Rod, à la prochaine. C'était un plaisir. Alban et Laurent, vous pouvez revenir quand tu veux. Avec plaisir. Merci, au revoir et à bientôt. C'est final.